Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours Études, c'est l'épisode 5, hein. Et je rappelle que Parcours Études est une émission qui désormais donne la voix à toutes les personnes qui ont fini leurs études à l'étranger, de pouvoir parler de leurs expériences afin d'en faire une banque d'expériences qui aidera les nouveaux arrivants, ceux qui arrivent nouvellement en terre étrangère. Question de tirer les bonnes pratiques, de tirer les bons conseils qui leur permettront de comprendre leur environnement. Et je trouve que c'est très humain quand on arrive dans un nouveau pays. La première des choses, c'est de comprendre son environnement. Et ça passera à travers cette chaîne aussi, parce qu'il y a plusieurs moyens de comprendre cet environnement, mais cette chaîne fait partie de l'une des façons de comprendre cet environnement académique et de permettre justement à toutes ces personnes qui arrivent de découvrir ce nouveau monde à travers les expériences des anciens, comme j'aime bien dire. Donc aujourd'hui, je reçois Prosper. Je commence toujours par remercier mes invités. Et je te dis merci d'avoir accepté de participer à cette émission et je te laisse la parole, Prosper. Merci à toi, Van Christian, de m'avoir invité à ton émission. C'est un honneur et c'est aussi un plaisir de partager justement mon expérience avec, comme on appelle ça, les noobs. Donc voilà, moi c'est Prosper Diouf. Je suis sénégalais. J'aurai 28 ans dans 2 mois. Je suis venu en France. Je suis né et j'ai grandi au Sénégal. Et je suis venu en France en 2014 après mon bac. Voilà, j'ai fait 3 ans à Saint-Étienne, 1 an à Toulon, 2 ans à Rennes, puis je suis allé en Inde pour un semestre d'échange et je suis revenu. Et là maintenant, je vis à Paris où je travaille. Voilà pour mon parcours, on va dire international, pour mon parcours scolaire et universitaire. Après le bac, je suis allé faire un DUT dans le milieu des ressources humaines. Puis j'ai changé dans le commerce et aujourd'hui, je suis business manager dans un cabinet de conseil où je fais les deux. Donc voilà pour mon parcours international et on va dire universitaire. D'accord, Prosper. Eh ben, du coup, ah non, il y avait juste un, Je t'entends. Hein. il y a un blanc. Moi, je t'entends, je te vois. Tout est nickel. Euh, ok. Je Ah ben c'est bon. t'entends, je te vois, tout est nickel. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, et désolé pour cette petite interruption en fait. Bah du coup, Prosper, ça, voilà, il y aura beaucoup à parcourir en fait avec tes expériences académiques vu que tu es passé par pas mal d'universités déjà. Pour commencer, tu es sénégalais et au Sénégal, la première destination c'est la France déjà pour venir pour continuer ses études universitaires. Alors, je pense pas avoir la légitimité de parler pour tous les Sénégalais, mais j'ai envie de dire oui. Il y a 3 principaux pays qui sont très prisés par les Sénégalais, c'est le Maroc, la France et le Canada. Mais je pense que la grande majorité vient en France. D'accord. Mais du coup, pourquoi toi, tu as choisi la France au lieu de choisir le Maroc ou un autre pays en fait? Alors, il faut savoir que moi, je ne voulais pas venir en France à la base. Ce sont mes parents, surtout mon père, qui m'a dit c'est mieux de rejoindre la France. Je lui ai dit que je voulais aller au Canada. Il m'a dit qu'il n'avait pas assez d'argent pour m'amener au Canada. J'ai dit d'accord, bon, si je dois rester en Europe, dans ce cas, envoie-moi en Suisse, en Belgique, Luxembourg ou un autre pays francophone, voilà. Ouais. Mais sachant que j'avais déjà vécu 2-3 ans en Italie quand j'étais au brevet. Et je lui ai dit, je ne voulais pas aller en France. Et en fait, il m'a dit, c'est mieux d'aller là où tu as de la famille, on ne sait jamais, au cas où Ouais. il y aura des problèmes, on va dire, quelconques. Et en plus, ils pourront t'aider euh, à justement t'intégrer, quitte à ce que tu ailles dans un pays où tu connais personne, où tu es tout seul. Donc, si jamais tu te retrouves dans des problèmes, eh bien, il n'y aura personne justement pour t'aider. Donc, c'est comme ça qu'on a fait et je suis venu en France. D'accord. Donc, je comprends bien que
ton père ou toi avez privilégié en fait l'aspect familial, le fait d'avoir des connaissances déjà en Europe et pour te permettre toi justement de ne pas être perdu quand on arrive et d'avoir toutes les infos sur place ou même avant d'arriver. Et tu penses que ça a beaucoup joué dans ton intégration en fait en France au tout début quand tu es arrivé parce que j'avoue que c'est pas tout le monde qui arrive et qui a une famille en France. Donc une personne qui arrive et qui a une famille vit une expérience, je dirais, au début totalement différente de celle qui n'a pas de famille. Du coup, toi, comment est-ce que tu l'as vécu vu que tu as quand même été accompagné, quoi, on va dire. Alors, bon, c'est une question quand même un peu. Il faut que je nuance parce que moi, je suis venu dans une ville où je n'avais pas de famille. C'est à Saint-Étienne. Et je ne voulais Hum, pas être dans une grande ville pour me retrouver avec mes anciens camarades de classe du lycée et commencer à tomber dans l'amusement au lieu de travailler. Je ne voulais pas non plus me retrouver dans une toute petite ville où il n'y avait pas de vie et où je ne pouvais pas forcément sortir, etc. Donc, je visais les villes intermédiaires, on va dire. Donc, c'était quoi? C'était Nancy, c'était Rennes, c'était Saint-Étienne, c'était voilà. C'était des villes comme ça intermédiaires où je savais que je pouvais travailler. Et si je voulais m'amuser, je pourrais le faire, mais à moindre mesure. Donc, ok, finalement, j'ai choisi Saint-Étienne. Et donc, j'étais tout seul là-bas. Et oui, effectivement, ça m'arrivait de décrocher le téléphone, d'appeler la famille pour leur demander deux, trois choses. Mais je préférais justement découvrir les choses de moi-même, aller sur le terrain, me faire ma propre image plutôt que d'avoir l'expérience des autres qui était bien, bien différente parce qu'ils sont venus à une époque différente ici aussi. d'accord. Mais du coup, on va dire que venir en France, c'était pour toi la première fois de voyager à l'étranger. Alors, pas du tout. Pas du Ah, tout. Moi, en fait, j'avais l'habitude d'aller dans des colonies de vacances quand j'étais petit. Donc, d'accord. c'était aux alentours de 9 10 ans, peut-être même 8, je pense, où j'ai commencé en fait à aller euh, en Tunisie, en Mhm. Espagne, en Gambie. Et à mes 14 ans, je suis venu en Italie pour faire mes études. Au début, c'était que les colonies de vacances, c'était que pendant l'été, c'était 15 jours, 3 Ouais. semaines, un mois maximum. Et c'est qu'à 14 ans que j'ai quitté le Sénégal pour grandir en Italie jusqu'à mes 17 ans. Je suis retourné chez moi. Mais c'était ma première fois en France, mais pas ma première fois à l'étranger. Ok. Mais déjà, le fait d'avoir une certaine expérience ou des expériences à l'étranger comme ça, ont dans une certaine mesure facilité la tâche à pouvoir t'intégrer, on va dire. Parce que quand tu arrives en France, c'est vrai que le français sont différents des Italiens. Mais du coup, comment est-ce que toi, tu as vécu ces premiers pas, en fait, en France quand tu es arrivé? Euh, Alors, bonne question. En fait, moi j'avais hâte de quitter le cocon familial. ouais. Euh, voilà, je voulais vivre seul. J'avais vraiment hâte. Et quand je suis venu, voilà, j'ai trouvé que mon appartement était quand même très petit par rapport au confort que j'avais au Sénégal. Voilà, mais au final ça me plaisait de décider par moi-même au lieu d'être influencé par mes parents. Donc, si je voulais manger à 22 heures, j'allais le faire au lieu de manger à 20 heures ou 19 heures. Si je voulais manger à 15 heures au lieu de midi, je le fais. Si je veux manger des cochonneries, bah, je vais en acheter. Et en fait, il n'y a pas ma mère pour me dire ouais, ne mange pas ça, c'est trop sucré, c'est trop ça. Et donc, j'adorais cette liberté au début, pendant mes 6 premiers mois. Et après, j'ai commencé à sombrer un peu dans une toute petite dépression. Bon, bref, ça, je pense qu'on connaît tous. Mais voilà, j'étais très, très excité à l'idée justement de vivre seul, de gérer seul, jusqu'à ce que cette période-là arrive. Ok. Mais du coup, par rapport à ton acclimatation avec ton environnement, pas que le fait de vivre seul, de prendre des décisions, d'être bien en soi, mais par rapport à ton acclimatation avec les locaux. Donc, je vais dire, les habitants du pays d'accueil. Comment est-ce que toi, tu as vécu en fait le premier contact, tu vois, quand tu arrives, je sais que tu as été en Italie, donc du point de vue environnement, c'est pas du tout très, très différent. Donc, tu as pu prendre le métro, tu as pu t'acheter des choses dans le supermarché, il y a eu tout ça. Mais quand tu arrives en France,
à peu près pareil, ben, la seule différence, c'est que la culture n'est pas la même. Mais du coup, quand toi, tu arrives, tu commences à vivre en France, étant nouveau étudiant, nouvel étudiant plutôt. Comment est-ce que tu as vécu de premiers contacts culturels avec le français? Euh, alors, j'avais remarqué que les Français étaient très individualistes. Mhm. Très Moi, important ça. j'étais, on a une culture assez chaleureuse en Afrique où on dit toujours bonjour, même ceux à qui on ne connaît pas. Ici en France, tu croises quelqu'un que tu ne connais pas, tu lui dis bonjour. Cette personne va trouver ça bizarre que tu le salues. Bah, tu la salues sans rien lui demander derrière, sans, voilà, sans intérêt. Et voilà, il va trouver ça vraiment bizarre de pourquoi il me parle. On se connaît, je comprends pas. Donc voilà, c'est plus cette différence-là qui m'a vraiment marqué culturellement, mais au-delà, je dirais que j'avais, en fait, j'avais l'habitude d'être sous le feu des projecteurs au Sénégal quand j'étais au lycée, parce que Mhm. voilà, j'avais un groupe de danse, je faisais de la musique, je montais sur scène. Ouais. J'étais, on va dire, j'étais un peu sous le feu des projecteurs au lycée. Sauf que ici, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que je n'étais personne, je venais bien entre guillemets, et au final, il fallait en fait se renouveler, et c'était la première fois que je me disais waouh, là j'ai la possibilité de choisir comment les autres veulent que, comment je veux que les autres me voient. J'ai la possibilité de choisir mon image et de le renouveler à zéro parce qu'ils ne connaissent pas ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à me recroqueviller sur moi-même, à devenir comme eux, c'est-à-dire à ne plus chercher à dire bonjour, chercher la chaleur humaine, chercher justement, voilà. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, c'est comme ça que ça marche, d'accord, ok, je respecte l'école et on va faire pareil. Mais moi, je garde ma chaleur humaine avec les gens pour lesquels on est vraiment amis, on est vraiment, voilà, on se connaît. Et pour ceux avec qui on va dire, c'est pas le cas, bon, bah, on sera comme eux. Voilà. Ok. Donc, tu dirais que le codes sociaux sont en fait le première base à essayer d'acquérir quand on est à l'étranger, en Europe. Donc, comprendre que en face de nous, on a deux personnes qui sont différentes et que pour s'acclimater, il serait préférable de se forcer à comprendre le code social. Comme tu as fait, d'un côté, tu t'es dit, bah, je vais être comme eux. Mais qu'avec eux, mais avec les autres, tes semblables, bon, pas tes semblables, disons tes confrères, bah, tu préfères être ce que tu étais, quoi. Alors, en fait, je précise, je ne voulais pas être comme eux. Ah, d'accord. C'est différent. Ok. En fait, je ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un qui ne me le rend pas. Donc, je Mm. préfère avoir une relation équilibrée. Si je donne, je m'attends à recevoir, et si je reçois, je donne aussi. Mais si je donne de la bienveillance, de la chaleur humaine, si je donne justement de la gentillesse, et qu'en retour, je reçois de l'indifférence, donc en fait, je garde ce que je donnais pour moi. Donc, je ne cherche pas à être comme eux, je cherche juste à équilibrer la relation, ce qui est bien Tout différent. à fait. Voilà. C'était ça la nuance. Mais du coup, j'ai perdu l'autre partie de ta question en voulant préciser. Ouais, ouais, c'était en fait pour comprendre. Bah, est-ce qu'on doit, les premières étapes, c'est de comprendre le code social quand on est dans un pays étranger. Donc, est-ce qu'on doit faire cet effort parce que le gens ils ne s'aperçoivent pas d'emblée, en fait, que les autres sont différents. C'est petit à petit que tu commenceras à remarquer, bah, telle personne n'est pas sérieux, mais tu l'avais rencontré hier. Donc, tu vois, tout ça, ça joue un peu. Donc, je voulais beaucoup plus me baser sur tes expériences afin de Oui, d'éclairer un peu les autres. Ouais. oui. Alors, tout va dépendre de là où on est. Moi, Hum, j'étais en province dans une petite ville. Euh, Ceux qui atterrissent à Paris dans un environnement cosmopolite où il y a plein de personnes qui les ressemblent, notamment des personnes noires, euh, ils n'ont pas justement la même vision des choses que celui qui atterrit dans une petite ville où c'est l'un des seuls noirs dans le quartier ou dans l'école ou autre chose. Donc, moi, c'était mon cas parce que je suis arrivé dans une petite ville et là, la différence, on la remarque tout de suite.
Et effectivement, dans ce genre de situation, la première chose que l'on remarque, c'est bien la différence culturelle, les différences de code et, euh, et les différences de classe sociale. C'est-à-dire que moi, en Afrique, enfin, quand je parle de classe sociale, il y a les prolétaires, enfin, on va dire dans un langage plus courant, les personnes pauvres, mais voilà, bon, je n'aime pas ce mot-là, mais on va dire les prolétaires, ensuite la classe moyenne, puis l'élite, on va dire la bourgeoisie, l'aristocratie, les riches, ainsi de suite. Et donc en Afrique, on était sur le haut du panier, et quand on vient ici, avec notre petit budget d'étudiants, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment sur le haut du panier. En fait, que notre classe sociale baisse et on est dans une classe moyenne inférieure, voire dans une classe prolétaire supérieure, vu que le franc CFA qu'on nous envoie depuis chez nous, jusqu'ici, a une puissance beaucoup moins importante que Hum. l'euro, ce qui fait que ça réduit drastiquement notre pouvoir d'achat ici, et donc notre classe sociale baisse. C'est ça la différence qui... Tout à fait. Mais est-ce que d'un côté, c'est pas normal? C'est peut-être un processus qui est normal du fait qu'on n'est pas chez nous. On vient chez les autres. Donc forcément, même leur regard porté sur nous ne sera pas le même regard qu'ils vont porter sur leurs semblables. J'ai dit bien au propre français, tu vois. Donc forcément, il y a ça qui joue aussi. Donc moi, ça m'étonnerait pas qu'on arrive ici et que notre classe sociale dégringole un tout petit peu. Alors, si elle tombe totalement, ça c'est autre chose. Mais moi, ça m'étonnerait pas. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais ça c'est mon point de vue. Oui, mais en Et fait, ce que j'en pense, c'est que il y en a qui remarquent la différence, qui l'assument, qui pensent que c'est normal et qui s'intègrent, qui acceptent cette situation-là, ou d'autres qui vont lutter pour monter à la classe sociale supérieure pour récupérer, on va dire, leur ancienne classe sociale. Et il y en a d'autres, euh, ils n'arrivent pas à remarquer ça et ils sont perdus. Ils sont perdus, ils sont frustrés et ils n'ont jamais connu justement cette vie, la vie d'une personne normale. Parce que là-bas, c'était un privilégié, il avait un chauffeur, il allait partout, il faisait jamais le rang, il avait accès à tout en claquant des doigts parce que papa, il avait des relations, etc. Donc, quand il vient là et qu'il doit tout faire tout seul, ben, en fait, il ne comprend pas et il refuse cette dégringolade justement de classe sociale et beaucoup tombent dans la dépression et rentrent. Donc les plus courageux restent parce que eux, ils ont compris la différence et soit ils se battent pour s'intégrer, soit ils se battent pour grimper sur l'échelle sociale, etc. Mais en tout cas, les plus courageux, les plus audacieux, ils restent. Et les autres qui ne veulent pas justement sortir de cette zone de confort-là, eh bien, ils rentrent. hum, tout à fait, tout à fait. Mais du coup, je dirais qu'une certaine perspective qu'on met à l'avant ici dans cette chaîne, c'est de permettre justement aux gens d'être courageux, justement, Oui. d'arriver à s'intégrer. Parce je dirais qu'il y a l'intégration et il y a le terme m'a échappé. Soit on s'intègre ou soit le fait de L'assimilation, tu peux dire. et merci pour le terme, ouais, l'assimilation, parce que beaucoup ignorent un peu la petite nuance, la différence entre les deux. Mais généralement, quand vous arrivez, soit vous vous intégrez, soit vous vous assimilez. S'assimiler, c'est totalement oublier sa culture de base. Donc, et ça, moi, je ne le conseille jamais, je trouve que c'est pas possible, quoi. Mais l'intégration te permet d'avoir une certaine compréhension par rapport aux locaux. Donc, ça veut dire que tu comprends les codes sociaux, même si tu n'es pas comme eux, mais tu arrives à bien communiquer, à mieux vivre avec eux, avec ta différence. Et c'est surtout ça qu'il faut arriver à faire quand on est étudiant étranger. Et ça passe par quoi? Justement, j'aimerais bien avoir ton point de vue, savoir comment est-ce que toi tu as fait. Je ne sais pas si toi tu te considères comme une personne qui est bien intégrée, ou bien tu as encore du chemin, mais en tout cas, si tu es une personne bien intégrée, ça passe par quoi pour bien s'intégrer par rapport à tes expériences à toi? Est-ce que, je vais pas, je ferai pas de suggestions, mais je te laisserai nous parler de toi. D'accord. Alors, bon, moi, c'est un cas un peu particulier. Euh, Parce que, comme tu peux l'entendre, j'ai l'accent français. J'ai l'accent français, je travaille avec eux, j'ai fait enfin, quasiment
toutes mes études, j'ai été dans des classes où j'étais l'un des seuls noirs, donc je les ai beaucoup côtoyés dans le quotidien. J'ai de très bons amis d'ici, etc. Et beaucoup pensent que je suis né là, j'ai grandi là et j'ai épousé les codes d'ici. Alors que ce n'est pas le cas. Quand je dis aux gens que je suis né au Sénégal, j'ai grandi là-bas et que je parle ma langue natale, et que je suis venu ici qu'à partir de mes 18, 19, 20 ans pour mes études, en fait, ils n'y croient pas. Donc, en fait, moi, j'ai eu l'accent français quand j'étais en Italie dans une école française. Et quand on a 13 ans et demi, 14 ans, en fait, nous, au Sénégal, certes, les cours étaient dispensés en français, pardon, mais nous, dans la vie de tous les jours, en classe, en récréation, etc., dans la vie de tous les jours, on parlait le Wolof. Ce qui fait que je ne parle pas beaucoup français au Sénégal. Et quand je suis venu en Italie, à l'âge de 13-14 ans, c'est là où j'ai réellement commencé à parler français. Et donc, vu que je ne parlais pas français avant, donc l'accent n'avait pas eu le temps de bien s'imprégner. Et donc, c'est là où j'ai pris l'accent français sans le faire exprès et sans m'en rendre compte. Donc, ça m'a suivi depuis lors. Et ce qui fait que beaucoup pensent que je suis un bounty, comme ils le disent. Beaucoup pensent que je suis quelqu'un d'assimilé qui a oublié mes racines, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et, alors, l'intégration, ça passe par quoi? C'est vraiment difficile comme question. Pour moi, Mais ça passe. Dis-moi. pardon, je t'ai coupé. Non, non, je voulais dire, bah, en fait, euh, en répondant, n'essaie pas de trop réfléchir à comment est-ce que pourrait se passer l'intégration, mais sers-toi des comment est-ce que toi, tu as vécu pendant toutes ces années académiques et toutes ces étapes qui t'ont permis, en fait, de mieux D'accord. t'intégrer. Il suffit D'accord. juste voilà, de mettre un D'accord. accent dessus. Alors, pour moi, la première chose qu'il faut faire, c'est se connaître soi-même, sa culture et s'accepter. Voilà. Si tu fais ça, si tu te connais toi-même et que tu t'acceptes, tu sais ce que tu vaux et en fait, tu n'accepteras pas euh, euh, qu'on te traite en dessous de ce que tu vaux réellement. Tu vois? Donc, la première étape, c'est de se connaître, c'est de s'accepter. Et quand tu t'acceptes, là, les gens voient comment tu mets en évidence ta différence et commencent à envier cette différence-là. Parce que quand tu le mets en évidence, c'est comme cette différence, c'est une qualité. Et donc, les gens sont en admiration par la confiance que tu dégages quand tu mets en évidence ces qualités-là, qui te différencient. Et donc, ils sont curieux. Ils viennent vers toi, ils veulent savoir pourquoi, comment, ils veulent te connaître. Parce que c'est un mystère. Pourquoi les autres noirs, eux, ils ne se comportent pas comme toi? Toi, tu as quelque chose en plus. Toi, pourquoi les autres étrangers, ils sont timides, ils sont ceci, ils sont cela, alors que toi, tu t'assumes, tu es là. Et en fait, j'étais dans le partage. Je venais avec mes chemises africaines en cours, je mettais mon manteau classique français, et tout le monde me faisait des compliments. Voilà, et en fait, je ne manquais pas l'occasion de faire découvrir aux autres ma culture, de leur parler de moi, de leur parler des différences qu'on a entre nous deux, voilà, de leur poser des questions. Moi aussi, j'étais curieux parce que je voulais absolument savoir pourquoi, en fait, pourquoi c'était eux qui étaient différents de moi. Au lieu de me dire pourquoi moi je suis différent et d'avoir à me justifier, j'essayais d'aller leur demander pourquoi vous agissez différemment de comment j'agis moi. Et après, ils m'expliquent. Et donc, du coup, on était dans l'échange, dans le partage, dans le, voilà, dans la découverte. Et donc, première étape, il faut se connaître. Deuxième étape, il faut, quand on se connaît et qu'on s'assume, deuxième étape, en fait, on vend cette différence aux autres. Voilà, et quand on le vend, on va attirer le partage, la découverte, l'intégration, la curiosité, etc. Et, et troisième étape, il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites, un certain caractère. Il faut savoir jusqu'où est-ce que tu dois permettre aux autres d'aller. Voilà, jusqu'où est-ce qu'ils peuvent te parler, te manquer de respect, se comporter avec toi. Donc voilà, premièrement, on est plus dans la connaissance de soi, puis le partage, la découverte, etc. Et ensuite,
il y a des limites qu'il faut quand même ne pas dépasser, qu'il faut, voilà, pour éviter justement un manque de respect. D'accord. Bah, en fait, moi, d'après ce que j'interprète, en fait, par rapport à tes explications, donc je dirais que tu me dis, hein, si c'est pas correct, bah, en Oui, fait, que l'intégration, c'est accepter sa différence, la mettre en avant tout en vivant avec les autres. ouais, Ça, on est d'accord. Mais du coup, qu'en est-il de l'étape où il faut aussi vivre comme les autres sur certains points? Parce que justement, l'intégration, c'est aussi assimiler, en fait, pas assimiler, mais je dirais apprendre un peu ce que ont les autres et rajouter dans sa culture pour en faire un plus, en fait. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Et quand je parle de ça, c'était pour aussi savoir si est-ce que tu participais à des soirées culturelles? Est-ce que tu participais à des sorties académiques tout le temps avec le groupe? Parce que ça participe justement à une forme d'intégration. Tu deviens pas oui. forcément comme eux, mais tu arrives à comprendre les codes sociaux. Donc, je sais pas si ça te parle trop, mais c'est un peu aussi dans ce sens-là. Tu as très bien répondu, hein. Je suis tellement d'accord avec ce que tu as répondu. Moi, pour moi, il manquait justement cette étape supplémentaire de adopter aussi leur façon de vivre un tout petit peu. Pas devenir comme eux, mais l'intégration, c'est justement adopter aussi certaines choses de leur Oui. part. Sinon, tu seras différent éternellement et vous allez jamais vous comprendre. Alors, tout à l'heure, dans mes explications, je disais que moi aussi, certes, je suscitais la curiosité, je mettais en évidence ma différence, je l'expliquais, mais aussi moi, j'allais vers les autres pour comprendre Hmm. leur différence. Hmm. Ok. Et en fait, le fait d'aller vers les autres, c'est de fréquenter des restaurants français. C'est de leur dire c'est quoi la blanquette de veau, c'est Exact. quoi la tartiflette, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Et en fait, ils me font goûter leur cuisine, je goûte, je juge. Si c'est bon, je leur dis. Si c'est pas bon, je leur dis aussi. Voilà. Et en fait, on s'apprenait mutuellement. Donc, on jouait au foot ensemble. On allait au bar ensemble, même si j'aime pas forcément la bière, mais j'allais quand même voir pourquoi est-ce que la bière rassemble autant. Pourquoi est-ce que euh, le fromage est autant un culte alors que moi, quand je venais d'arriver, pour moi, ça sentait les pieds, le fromage. Mais ça, c'était avant de goûter. Par exemple, quand on goûte le roquefort, quand on le sent, ça ne donne pas envie. Quand on le goûte, il faut avoir des papilles gustatives quand même assez solides pour supporter ce goût aussi fort. Et en fait, d'une part, euh, j'ai trouvé que la nourriture était moins épicée, pour ne pas dire fade, moins épicée que la nôtre. Euh, mais d'une autre part, ils aimaient les goûts forts du fromage ou par exemple du vin qui était très relevé à un certain niveau, etc. Et je voulais savoir en fait euh, pourquoi ça a une importance chez eux et j'allais vers eux. J'allais vers eux, euh, je m'habillais quand même comme eux et en fait, moi, je respecte l'environnement. Donc, s'il faut s'habiller classe pour aller en entreprise, je vais le faire. S'il faut s'habiller sportif pour aller au foot, je vais le faire. S'il faut s'habiller décontracté pour aller en cours, je vais le faire. Et voilà, je ne vais pas rester là à dire non, je vais m'habiller en boubou pour aller en entreprise sous prétexte que je me connais, je me respecte. Voilà. Non, je ne vais pas à ces extrêmes-là. Voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça m'arrivait de mettre des chemises africaines et de mettre un costume au-dessus, par-dessus. Et les gens aimaient parce qu'il y avait un mix entre ma culture et le leur. Et ils aimaient beaucoup. Donc oui, moi, je prends toujours les plats que je ne connais pas au restaurant pour découvrir. J'essaie toujours de demander, de m'intéresser à eux. Et mon cousin me disait avant de venir en France, je vais te donner un conseil. Quand tu vas en France, euh, évite de traîner qu'avec les membres de ta communauté. Ne traîne pas qu'avec les Africains. Sinon, tu ne vas rien apprendre. Ça n'aura servi à rien d'aller en Europe pour apprendre si tu restes contre les membres de ta communauté. Traîne avec les Français, les autochtones, traîne avec eux, essaie de savoir comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils réfléchissent, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qui les motive, quelle est leur culture, comment est-ce qu'ils travaillent. Voilà. Et comme ça, tu vas t'enrichir parce que tu as déjà, toi, ta culture et tu vas t'enrichir d'une culture externe au-delà de l'apprentissage des cours, etc. Et c'est exactement ce que j'ai fait.
Ben, je suis totalement d'accord. Et tu as tellement très bien complété, en fait, tes explications. Et là, Ouais. c'est très limpide et clair. Ben, du coup, là, on était resté sur l'intégration, la manière de pouvoir comprendre un peu le code social ici en France. Mais du coup, là, on va switcher sur tes études. On n'en a pas du tout parlé. On est à 30 minutes de l'émission. Mais du coup, pour revenir sur tes études, comment est-ce que tu as vécu ça d'abord, les études ici en France, universitaires? Première année quand tu commences, est-ce que ça a été un choc pour toi ou bien tu t'es vite accommodé en fait, acclimaté plutôt avec l'université? Alors, Et j'ai donc envie de dire les moi, deux. étudiant étranger plutôt. Ouais. J'ai envie de dire les deux parce que, d'une part, j'avais un choc, mais d'une autre part, Ouais. je me suis facilement intégré. Chez nous, au Sénégal, je ne sais pas les autres pays en Afrique, mais le professeur, c'est une Un dieu. figure. Voilà, c'est une Mm. figure, c'est presque un père de famille ou une Mm. maman. C'est quelqu'un qui, au-delà de t'apprendre, va t'éduquer. C'est-à-dire que quand tu vas être indiscipliné sur telle chose, euh, à l'époque en tout cas, il avait la possibilité de te punir, de te mettre dehors, de te taper, de te gronder, de te donner des punitions. Bref, je nuance quand même, hein, parce qu'on n'est pas forcément des sauvages. Et Ouais, ça, c'est et c'est pas partout pareil, hein. c'est C'est pas pas, partout non, non, mais pareil. ce Nuance, ce que tu dis, c'est mon expérience. ouais, voilà. Ce que tu dis est vrai parce que dans certains pays encore, ils vivent des choses comme ça. Donc, D'accord. c'est Bon, pas moi, d'accord du tout. c'était à Ok. l'époque quand j'étais très petit, sachant que j'étais très terrible. Ouais. Ça se voit pas, mais à l'époque, j'étais une furie. Mais voilà. Alors qu'ici, le prof, il vient, il fait son cours, il part. Donc, si toi, tu agis de façon indisciplinée, c'est pas à lui de t'éduquer. Il va te laisser faire. Et en fait, il manquait une certaine autorité ici de la part des professeurs, ce que j'avais remarqué. Et du coup, les élèves, les étudiants s'y permettaient de parler au professeur comme si c'était son semblable. Il lui manquait de respect, il quittait les cours sans même que le cours finisse, il désobéissait. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que je me dis, mais cette personne-là est en train de te transmettre toute une connaissance qui va te servir pour toute ta vie, au lieu d'être reconnaissant à ça, sachant qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas accès à l'éducation, toi, tu te comportes comme ça et tu ne te rends même pas compte de la chance que tu as. En fait. L'université ici est quasi gratuite, si ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas déjà le cas. Et donc ça m'a choqué. Et deuxièmement, en fait, ici, c'est la science qui prime sur tout, mais vraiment tout. Alors que là-bas, il y a quand même une certaine éducation sur l'intelligence émotionnelle, sur, euh, sur les comportements par rapport aux autres, sur les bonnes manières. Alors que là, c'est que la science. Point. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien qui tourne autour. Que la science, et il faut des chiffres pour prouver ce que tu avances. Voilà, il faut des études bien menées scientifiquement, avec procédures, etc. Et ils ne sortent pas des cadres, ce qui, pour moi, ça tue la créativité. Parce que parfois, on a une intuition, parfois, on peut émettre des hypothèses, parfois, on peut avoir justement des bribes de réponses qui ne sont pas forcément exactes parce qu'on n'a pas les chiffres, mais ça peut nous aider à trouver les bonnes solutions, etc. Donc, pour moi, ça limitait trop ma créativité parce que j'étais quand même artiste au Sénégal. Et là c'était que la science. Quoi. Donc, c'était ça qui m'a choqué. D'accord, donc le côté scientifique. Mais du coup, l'approche professeur-étudiant, bah, c'est vrai que ça peut choquer comme ça au début quand on arrive, quand on commence l'université. Mais d'un côté aussi, je trouve que c'est bénéfique le fait que les étudiants soient aussi proches de professeurs et qu'ils aient une certaine liberté de parler aux profs parce qu'ils peuvent remettre en question justement ce qu'enseignent les profs. Et ce n'est pas le cas. En tout cas, chez moi au Congo, ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas, je dirais, je parlerai pas pour tous les autres pays, mais en tout cas, chez moi au Congo, ça n'a pas été le cas parce que les professeurs, ils étaient considérés comme des dieux. Vraiment, j'utilise le mot dieu. Donc, les dieux méchants et tout. Donc, dès que tu fais une erreur, bam, donc, te punis. Et ça limitait par contre la créativité parce que les étudiants ne pouvaient pas s'exprimer librement. Ils avaient peur de dire des choses qui pouvaient énerver le prof. Mais par contre, ici, en Europe,
cette liberté aide quand même les étudiants à dire ce qu'ils pensent et à remettre en cause beaucoup de choses. Et moi, je trouve que c'est un contraste important Mm. et que en tant qu'étudiant étranger, il faut arriver à s'adapter, à comprendre que quand on arrive, ils sont différents. C'est vrai que parfois, quand c'est à l'extrême, les étudiants, ils se permettent beaucoup de choses, comme tu as dit, beaucoup de choses même. Mais quand c'est avec un peu de jugement et de conscience, je trouve qu'on arrive à profiter de ça et à tirer, en fait, de très bonnes choses. Et, Ouais. euh, et académiquement parlant, toi, tu t'en sortais bien par rapport au cours. Est-ce que la différence, elle était très énorme par rapport à ce que tu as, par rapport à toutes ces expériences passées? Est-ce que, voilà, c'était compliqué ou bien tu étais plutôt l'élève brillant, l'étudiant brillant? Ah, la question sensible. Alors, Merci. au début, j'étais très brillant parce que j'apprenais tous les soirs. Je recevais, en fait, les débuts, je recevais beaucoup d'appels de mes parents. Ouais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bah, n'hésite pas à revoir les cours. Voilà, voilà, voilà. Donc, je travaillais tous les jours petit à petit. J'avais de très, très bonnes notes et je ne me posais pas beaucoup de questions, quoi. Après, au final, au bout de 6 mois, j'ai commencé un peu à dégringoler à cause de la dépression qui est arrivée. Mais au niveau des cours, je trouvais que c'était plus simple au Sénégal. Au Sénégal, le programme sénégalais, en tout cas, on avait énormément de choses à apprendre. Énormément. Et donc, on apprenait par cœur, on faisait des exercices, etc. On faisait des... Voilà. Alors que là, je trouvais que c'était quand même. C'était. Côté quantité de travail, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, plus léger. Chine, beaucoup moins exigeant, beaucoup moins dur. Après, c'est plus exigeant au niveau de la forme, au niveau de la procédure, de la façon de travailler, de faire. Voilà, c'était plus exigeant là-bas. Mais au niveau du fond, ça l'était moins, je trouve. Donc, c'était juste la différence que j'avais remarquée. Mais après, j'ai commencé à dégringoler. Mais au bout de la deuxième année, je me suis repris et je n'ai pas arrêté. J'ai fait un parcours assez fulgurant. Je n'ai pas arrêté depuis là. D'accord, mais du coup, si je peux me permettre, qu'est-ce qui a fait que tu dégringoles comme ça? Parce que c'est important de comprendre justement cette étape. Qu'est-ce qui t'a poussé, pas qu'est-ce qui t'a poussé, mais qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Est-ce que c'est la difficulté par rapport à, je ne sais, à une certaine vie sociale ou bien par rapport aux études? C'était par rapport à quoi? Qu'est-ce qui t'a fait ça en fait? Alors, rien à voir avec les études, rien à voir avec la vie sociale. Ok, C'était d'accord. Je croyais euh, que. c'était plus l'histoire. En fait, quand j'étais au Sénégal, je ne connaissais pas l'histoire de ma communauté, mon Ah, pays, mon continent. Je ne connaissais rien. Voilà, zone de confort, je ne lisais pas beaucoup, j'étais artiste, je préférais passer du temps sur mes passe-temps, etc. Quand je suis venu ici, j'ai fait 6 mois, tout se passait très bien. Et après, avec Internet, j'ai commencé à chercher, à apprendre de nouvelles choses. Et là, euh, j'ai découvert justement la liste de tous les dictateurs africains. Je suis allé voir leurs documentaires. J'ai vu que bon, la France y était pour beaucoup dans certains, dans pas mal de cas. J'ai vu la colonisation, l'esclavage. J'ai vu les empires africains qui existaient avant l'esclavage. J'ai connu la civilisation égyptienne, etc. Les sciences qu'on avait, etc. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de qui j'étais, de qui on était, et je commençais à voir les gens qui m'entouraient différemment. Et c'était un choc tellement violent que ça occupait mes nuits, je dormais plus, j'avais du mal à me concentrer en cours, je ne faisais que penser à ça. Et en fait, c'est comme je me suis senti très mal dans ma peau parce que je vais donner un exemple sur la Shoah. Les Allemands nazis ont voulu exterminer les Juifs. Et parmi eux, notamment les Juifs de Pologne. Donc, ils ont fait beaucoup de dégâts en Pologne. Donc, l'Allemagne et la Pologne, voilà, on sait qu'aujourd'hui, ils ont un passé très, très difficile parce qu'ils ont failli faire
un génocide si ce n'est pas déjà le cas. Et donc, c'est comme si un Polonais, il naît en Pologne, il grandit, on lui donne le prénom d'un Allemand, par exemple, on lui donne le prénom d'Hitler, Adolf Hitler, tu vois, il grandit avec ce nom-là, le nom de quelqu'un qui a exterminé son peuple, mais il ne le savait pas. Après, il est allé en Allemagne faire ses études, il portait le nom d'un Allemand, il est allé en Allemagne faire ses études, il a embrassé la culture allemande, il a commencé à beaucoup aimer les Allemands, jusqu'à ce qu'il se rende compte de ce que les Allemands ont fait à son peuple. Et là, il a commencé à se dire, waouh, qui suis-je? J'ai trahi mon peuple, mes ancêtres, regarde le nom que je porte, qui suis-je? Et donc, c'était une introspection vraiment profonde. Donc, c'est ce qui m'est arrivé, ce que la France a fait éventuellement en Afrique. Je porte le prénom c'est un prénom. Non, je viens capter. Voilà, et donc je suis venu en France, j'ai fait mes études ici, voilà, je parle la langue, etc. Mhm. Mhm. C'était vraiment profond et j'ai fait une dépression là-dessus avant de me Ok, reprendre. ok, ok. Mais c'est important ce que tu dis parce que je me dis que d'un côté, quand on va à l'étranger, bah, on va souvent sans connaître notre propre histoire, comme tu l'as expliqué. Ouais, Et du coup, tu penses que l'une de bonnes approches serait justement d'avoir une certaine connaissance de son histoire pour être plus fort à l'étranger. Parce que quand on ne connaît pas aussi son histoire, ben, ça peut aussi avoir des répercussions sur sa confiance en soi, parce qu'on ne connaît pas réellement qui l'on est. Et quand on arrive en Europe, peu importe les efforts qu'on pourrait faire pour s'intégrer, ben, il y aurait quelque part quelque chose qui pourrait bloquer par rapport à la confiance en soi, qui se c'est ça. débloque justement quand on comprend qui on est, quand on sait qui l'on est. Donc pour toi, tu trouves que ça serait important de conseiller aux étudiants étrangers, pas forcément de plonger dans des nuits où ils vont pouvoir apprendre l'histoire, leur propre histoire, mais d'avoir un minimum des connaissances sur l'histoire avant de venir. Oui, ça c'est la base. Après, Ok. je ne sais pas si l'environnement africain le permet ça. Mais Je sais pas. justement, là, l'environnement ne le permet pas. Mais si nous, on arrive à conscientiser les gens comme ça, à partager nos expériences, justement, c'est pour leur permettre, à travers Internet, ils ont accès. Donc, de pouvoir justement arriver à faire de recherche. Parce C'est que ça. c'est vrai que matériellement parlant, c'est compliqué. Avoir des livres et s'acheter des livres comme ça. Mais sur Internet, sur YouTube, on peut bien tomber sur une chaîne où l'on va beaucoup apprendre sur l'histoire africaine, hein, ou sur votre propre histoire, parce que la chaîne elle n'est pas qu'une chaîne pour les Africains, je veux le rappeler. Donc c'est pour les étudiants étrangers. Donc ça veut dire que tu peux bien être chinois et partager tes expériences académiques là où tu vas étudier. C'est juste pour voilà mieux rendre ça un peu plus clair. C'est Et vrai. ouais. C'est vraiment ça. Et du coup, quand tu t'es remis, ben là, c'était en deuxième année. Et comment tu as fait? Moi, ce qui compte pour moi, c'est à chaque fois comment tu fais pour te remettre en forme. Quelles ont été les procédures, les étapes qui t'ont permis justement de te remettre comme ça et de reprendre ton année en étant au taquet. Alors, en fait, on dit d'habitude que c'est quand on veut une voiture rouge que l'on commence à remarquer toutes les voitures rouges sur la route. Parce que quand le cerveau se focus sur une chose, il ne voit plus le reste. Et donc, moi, j'étais focus sur mon histoire et donc forcément le racisme. Et je ne voyais que de la méchanceté sur les détails de ce qu'on faisait, de ce qu'on me faisait tous les jours. Et donc, comme je te l'ai dit, 6 mois premier semestre et 6 mois deuxième semestre. Le deuxième semestre, j'allais presque pas en cours. Je boycottais les cours. Je me disais, mais non, je ne vais pas aller apprendre de l'ennemi qui allait me formater pour que je revienne me retourner contre mon peuple. Et c'était ma façon, entre guillemets, d'être révolutionnaire, de lutter contre le système, etc. Mais j'étais dans le faux. J'étais dans le faux. Et je voyais du racisme partout, 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 partout. Et ça m'empêchait de vivre. Ça m'empêchait de profiter de la vie. Et donc, quand j'ai commencé à avoir des résultats qui dégringolaient, mais de mon propre gré, je l'ai voulu, voilà. Et en fait, je me suis dit, mais en quoi ça change le système? Ça, en quoi tu fais quelque chose de bien là? Tu es juste en train de gaspiller l'argent que tes parents t'envoient. Donc, tu as fait une année ici que tu vas forcément rater.
Donc, c'est comme si ton père prenait les économies de toute une vie et le jetait à la poubelle ou le brûlait. Et là, j'ai commencé à culpabiliser de ça. Et j'ai appelé mon père en pleurant pour m'excuser de cet échec voulu. Et je ne vais pas dire pourquoi. J'ai juste dit que j'ai eu beaucoup de mal, la solitude, etc. Voilà. Je n'ai pas dit pourquoi, parce qu'on n'a pas forcément cette relation-là. Il m'a dit, écoute, c'est pas grave. Moi, je m'y attendais. Par contre, en fait, euh, je t'avais donné une année de, comment on appelle ça? Une année de test. Cette année-là, la première année, c'était le crash test. Voilà. Tu as voulu rentrer au Sénégal parce que tu as eu beaucoup de mal là-bas, etc. Tu es resté, tu as fait face à ta dépression. Maintenant, tu t'es rendu compte de ton erreur. Voilà. Tu es un homme. Maintenant, tu es un homme. Voilà. Maintenant, écoute, là, c'est le moment de prouver au monde que tu es très intelligent, que tu mérites ta place partout où tu vas et que tu vas réussir ta vie. Donc, prouve-nous le contraire, tu nous en dois une. Et là, j'ai l'impression que toute l'énergie venant de mes parents m'ont animé et en fait, j'étais inarrêtable. C'est comme si le niveau d'essence était à plat et là, ça dépassait même jusqu'à en avoir en réserve. Et c'est pour ça que l'année qui a suivi, j'ai tout cassé. D'accord, donc tu as cessé de voir le mal partout. C'est ça. C'est ça. Ouais, J'étais je plus dans les disais, ouais. opportunités, les solutions, la performance, la concurrence. Je voulais aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que les études que je faisais à Saint-Étienne et l'école que je fréquentais, l'établissement que je fréquentais, étaient même en dessous de mes ambitions. Du coup, j'ai quitté. Je suis allé dans une IAE qui était un peu au-dessus. Je me suis rendu compte que le niveau était trop bas par rapport à ce que je voulais devenir et ce que je voulais apprendre. Je suis allé en école de commerce. Tu vois, donc en fait, je n'ai cessé de progresser, d'en vouloir plus. Et aujourd'hui, alors, pour la belle histoire, aujourd'hui, je travaille quand même sur les Champs-Élysées, alors que je viens de très, très loin. Et c'est parce que j'en voulais. C'est pour ça que j'ai voulu monter très, très haut. Mes clients aujourd'hui, c'est des entreprises du CAC 40. Donc, pour te dire que quand on veut, on peut. Et c'est ce message-là qu'il faudrait que je veux en tout cas transmettre, c'est il n'y a pas de plafond de verre. Quand on veut, ici en France, on peut. C'est juste quand on ne veut pas qu'on échoue, mais quand on veut réellement, tout est fait pour. Après, oui, il y a des obstacles, c'est difficile, Ouais, etc. c'est tout un grand débat. Après, C'est ça. on va pas tomber dans le panneau là dans cette émission. Après, peut-être que ça pourrait faire le sujet d'un live prochain pour discuter justement de Oui, comment est-ce qu'on peut monter dans la pyramide ici en France. En d'accord. l'occurrence, la pyramide représente le cercle professionnel, quoi, le milieu professionnel. Et comment grimper ou dégringoler, mais bon, ça, c'est pas trop le sujet. Mais du coup, justement, tu as dit que tu as pu monter bon, pas forcément des classes sociales, tu as pu réussir. On va dire que c'est une forme de réussite. Et c'est parce que tu t'es, tu t'es remis en question, tu t'es fixé des objectifs et tu as dépassé tes propres limites, en fait, pour essayer de les atteindre. Quitte à changer d'université pour atteindre tes objectifs. Donc, c'était pour moi ça. Après, un autre point, c'est la question que je pose toujours. Quand on est étudiant étranger et qu'on finit ses études à l'étranger, il y a une question de devoir, je dirais pas de devoir, mais il y a une question qui se pose. C'est je reste en France ou je rentre en Afrique? Elle se pose forcément. Et je te pose cette question parce que, voilà, tu te sûrement posé celle-là aussi. Et pour toi, comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que le, parce que beaucoup m'ont répondu en me disant, bah, en fait, soit moi, je préfère rester quelques années ici, 2 ans, question d'apprendre davantage sur les systèmes français, notamment professionnellement, tu vois, pour ensuite peut-être rentrer et aller bâtir l'Afrique, je ne sais pas. En tout cas, c'est individuel et ça, rien ne s'impose.
Une personne qui veut rester ici voudra rester parce qu'elle se sent bien ici, parce que on est aussi très informé de ce qui se passe en Afrique et de toutes ces réalités. Donc, toi, comment est-ce que, toi qui as décidé de rester ici, mais est-ce que pour toi, c'est ton choix personnel, mais comment est-ce que toi, tu vois tout ça? C'est quoi ton regard sur cette question, en fait? Alors, très très bonne question. En fait, moi, je voulais rentrer juste après mes études. C'était déjà acté. Dans ma tête, il n'y avait pas de. Et j'évitais même de rentrer dans des relations amoureuses très sérieuses pour tomber dans le piège de oui, mais restons en France. Donc, je me suis privé de beaucoup de choses parce que je voulais rentrer juste après mes études. Et quand je suis allé en Master 2, on devait faire un mémoire, mais il me manquait beaucoup d'informations pour rentrer chez moi quand même. J'allais dans les sites pour postuler dans des entreprises africaines, mais j'avais jamais de retour, les salaires étaient très bas, etc., etc. Et en fait, ils voulaient tous des gens qui avaient 5-10 ans d'expérience. Donc je me suis dit, mais pourquoi ils ne recherchent pas de jeunes alors qu'on peut rentrer? Donc j'ai fait mon mémoire là-dessus, sur la fuite des cerveaux. Et là, j'ai commencé à travailler scientifiquement parlant sur cette dynamique-là de partir, de revenir, etc. J'ai fait 105 pages là-dessus. Ça m'a donné énormément de visibilité sur le marché de l'emploi mondial. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que quand on est jeune, on sort d'études et qu'on veut rentrer en Afrique pour aller travailler, c'est pas le meilleur plan. Dans le sens où le meilleur plan, ce serait d'avoir des parents entrepreneurs ou des parents qui ont des relations, qui dès qu'on rentre, ils peuvent nous mettre sur un bon poste, qu'ils peuvent nous mettre sur un bon... on peut avoir un bon salaire, de belles responsabilités, et donc se construire et changer l'Afrique. Faire évoluer plutôt que changer. Faire évoluer l'Afrique. Mais quand on n'a pas ça et qu'on rentre, bah, en fait, on est ordinaire, quoi. Donc, ce qui fait que quand on va recevoir des opportunités, on va être beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on attendait. Si le diplôme correspond au monde du travail africain, parce que si tu es diplômé en sociologie, tu vas là-bas, tu vois qu'il n'y a pas de cabinet de sociologie, ben, tu vas chômer. Donc, voilà, donc je me suis rendu compte que pour avoir un boulot de soi-même, il faut avoir au moins 5 ans d'expérience ici. Il faut dépasser le cap de manager ici. Comme ça, dès qu'on rentre, on va directement dans un poste de responsabilité. Donc, on n'est pas managé, on n'est pas sous-payé. Et là, quand, dans un poste de manager, on peut toucher les millions en salaire. On peut avoir des maisons ou des appartements de fonction, des voitures de fonction, etc. Et commencer un business à côté petit à petit. Voilà, se construire, etc. Et avec les économies qu'on va ramener, acheter une maison directement, ainsi de suite. Et je ne voulais pas, moi, juste rentrer et aller vivre chez mes parents parce que enfin, je me suis dit, je suis quand même un homme, je ne vais pas aller vivre chez mes parents à cet âge-là et je n'ai pas de quoi me payer le loyer dans un premier temps. Je n'ai pas réussi à trouver de boulot avant de rentrer. Donc, on va rester faire 5 ans, passer le cap de manager avec quelques économies. Comme ça, je rentre, j'achète ma maison, j'ai un poste de responsabilité et je commence un business à côté. Et petit à petit, on pourra faire évoluer l'Afrique avec une force de frappe. Mais le fait de rentrer aujourd'hui, c'est devenu tellement hype que les gens, ils ne préparent pas leur retour. En fait, ils veulent juste rentrer parce que, ouais, sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, c'est devenu hype, en fait. C'est devenu à la mode, le fait de rentrer, mais ça se prépare. Et comme tu l'as dit, hein, c'est individuel. D'accord. Donc, je dirais qu'il y a une phase de préparation, d'abord. En fait, la préparation elle est partout. Que si on veut rester ici ou pas, bah, en fait, on passe toujours par une interrogation personnelle ou une introspection de si je reste ici, bah, je pourrais bien vivre, m'habituer avec la vie d'ici, hein, c'est possible, hein. Il y en a, ils le font. Assumer tout ce qui va avec. Mais ceux qui veulent rentrer, par contre, doivent passer par cette phase de préparation de je ne rentre pas pour directement aller travailler en tant qu'employé je sais pas, je dirais dans des entreprises sur place qui ne proposent peut-être pas de salaire
équivalent à ce qui est à ton poste et à ce que proposent de grandes entreprises ici en Europe. Donc l'idée, soit c'est de rentrer dans une optique entrepreneuriale. Donc ça veut dire que tu rentres avec tes connaissances, mais bien sûr en étant préparé. Donc, après avoir passé ces tests de cette phase de préparation, 2, 3 ans, je ne sais combien d'années, de rentrer pour aller tout seul. Et après ça, c'est ceux qui veulent rentrer. Ceux qui veulent rester, ben, chacun, voilà, a sa réponse. Hein. Donc, voilà. L'idée, ce n'est pas d'inciter les gens à rester ou à rentrer. En tout cas, faites-vous votre propre opinion et Yes. par rapport à ce qui a été dit. Donc, Prosper, on est à la fin de l'émission et je te laisse dire les derniers mots, en fait. Alors, eh bien, déjà, merci beaucoup pour cette invitation, cette émission. Elle était super intéressante. J'ai encore plein de choses à dire, mais on ne peut pas rester toute la journée ici. En tout cas, moi, je suis disponible et accessible pour tous les étudiants qui veulent, ou les élèves d'ailleurs du lycée qui veulent avoir un peu plus de détails ou avoir des questions. Je suis disponible sur LinkedIn, Prosper Diouf. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, si je peux tendre la main, je le ferai parce que j'ai dépassé des obstacles que beaucoup ne l'ont pas fait. Voilà, et puis un conseil, connaissez-vous vous-même, apprenez des autres et soyez ouverts d'esprit. Faites-vous votre propre avis et vos propres décisions. Voilà, ne laissez pas vos parents diriger vos vies, ne laissez pas le système diriger vos vies, ne laissez pas la mode, la hype, etc. le faire, ou votre compagnon, copain ou copine, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent de leur ambition tuent leur ambition, on va dire, pour leur partenaire. Leur conjoint. Concentrez-vous sur vos projets. Quelqu'un qui rentre dans votre vie est censé apporter de la valeur ajoutée et vous encourager dans vos projets, pas vous les faire changer, pas les tuer. Donc voilà, c'était le conseil que j'avais à donner et merci à toi, Christian, pour cette invitation. Bah, du coup, c'était un beau message. Merci, Prosper, pour tout ce que tu as pu partager durant cette émission. En tout cas, comme tu as dit, il y a beaucoup à dire. Bah, en fait, c'est pourquoi il y a un nouveau concept avec le live, en fait. Donc, si tu as une proposition pour un sujet, moi, je suis preneur. Donc, pourquoi? Parce que pendant le live, bon, on pourra discuter longtemps sur ces sujets et ça te permettra, toi, de développer plein de choses, mais aussi les gens qui vont participer de pouvoir, voilà, et partager et dire ce qu'ils veulent penser. Donc, c'était Prosper et tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, bah, je vous dis merci et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager. Et dans la Yes, barre des descriptions, il y aura toutes les informations concernant Prosper. Comme ça, si vous voulez le rejoindre ou le contacter, bah, vous pourriez lui faire un mail et il pourra vous accompagner aussi dans son business parce qu'il entretient un business à côté. Donc, voilà, et je vous dis à plus tard et salut! merci, au revoir. Et tu peux rester.